La pauvre veuve a offert un abri à un homme, sans imaginer qu'il était un PDG millionnaire. Le vent soufflait avec insistance contre les volets en bois du petit chalet. La pluie tombait en rideaux serrés depuis le matin, martelant le toit de tuiles brunes avec une régularité presque hypnotique. Claire Moreau, assise près du poêle à bois, lisait un vieux roman dont les pages jaunies trahissaient l'usage répété. Autour d'elle, le silence régnait, épais et familier. Ce silence, elle avait appris à l'apprivoiser au fil des mois. Il avait été son ennemi au début, hurlant l'absence de son mari décédé 2 ans plus tôt. Puis, peu à peu, il était devenu une présence discrète, un compagnon de solitude, dans sa modeste maison nichée entre les collines à une 30aine de kilomètres de Lyon. Claire menait une vie simple, réglée comme une horloge. Elle se levait aux aurores, nourrissait ses poules, cueillait des légumes dans son potager et partait travailler quelques heures à la boulangerie du village voisin. Elle rentrait ensuite pour s'occuper de ses tâches ménagères, préparait un repas frugal, puis passait ses soirées à lire ou à tricoter. Peu de visiteurs passèrent par ici. Les collines encerclaient la vallée comme un rempart, et les routes sinueuses décourageaient les curieux. En ce début d'après-midi pluvieux, elle s'apprêtait à refermer son livre quand un bruit sourd résonna à la porte d'entrée. 3 coups secs. Elle resta un instant immobile, l'oreille tendue, incertaine d'avoir vraiment entendu. Les coups se répétèrent, plus insistants cette fois. Elle posa son livre et se leva avec prudence. Personne ne venait jamais sans prévenir. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une bourrasque glaciale entra dans la maison, soulevant le bas de sa robe en coton. Sur le seuil se tenait un homme, trempé jusqu'aux os. Il portait une veste sombre dont les épaules dégoulinaient, une écharpe détrempée et une vieille sacoche de cuir à la main. Ses cheveux collaient à son front, et son visage, à peine éclairé par la lumière vacillante de l'extérieur, portait les traces de la fatigue. « Je suis désolé de vous déranger », commença-t-il d'une voix rauque. « Pourriez-vous me laisser entrer, juste pour une nuit ?» Claire resta figée. Ce n'était ni un voisin ni quelqu'un du village. Son accent était parisien, son ton poli mais chargé d'une tension difficile à définir. L'homme semblait à bout de force. Elle observa ses mains. Elles tremblèrent légèrement. Ses ongles étaient soignés, sans la crasse qu'on attendrait d'un vagabond. Il n'avait pas l'air dangereux. Juste. Perdue. Elle hésita. L'instinct de prudence lui soufflait de refermer la porte et d'appeler la gendarmerie. Mais il y avait dans les yeux de cet inconnu une tristesse familière, une lassitude qu'elle reconnaissait au plus profond d'elle-même, une faille qu'elle connaissait trop bien. Le silence de sa maison semblait, à cet instant précis, prêt à accueillir une autre solitude que la sienne. « Entrez », dit-elle simplement. L'homme ne répondit pas. Il hocha la tête, franchit le seuil et resta debout sur le tapis de l'entrée, sans oser avancer davantage. Claire referma la porte derrière lui. Elle alla chercher une serviette et lui tendit. « Vous êtes trempé. Séchez-vous, je vais préparer quelque chose de chaud. » Il la remercia d'un signe de tête, sans prononcer un mot de plus. Claire l'observa discrètement alors qu'il frottait ses cheveux avec maladresse. Il semblait ailleurs, absorbé par des pensées lourdes. Elle sentit, sans pouvoir l'expliquer, qu'il n'était pas là par hasard. Elle alla chercher une couverture, l'invita à s'asseoir près du poêle et se mit à faire chauffer de la soupe. Le silence revint, mais ce n'était plus le même. Il était désormais chargé de questions, de présences nouvelles. Un inconnu était là, dans son monde figé depuis 2 ans, et elle n'avait aucune idée de qui il était. L'homme s'installa sur le vieux fauteuil en cuir près du poêle, serrant la couverture que Claire lui avait tendue autour de ses épaules. Il ne dit pas un mot pendant plusieurs minutes. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais chargé d'un poids qu'elle n'arrivait pas à définir. Claire préparait le dîner en silence, jetant de temps en temps un regard discret vers l'inconnu. Sa présence modifiait l'équilibre calme et routinier de la maison, sans pour autant l'envahir. Il semblait faire tout son possible pour ne pas déranger, comme s'il avait peur de trop exister dans cet espace. Lorsque la soupe fut prête, Claire dressa la table sans rien dire. Elle plaça devant lui une assiette fumante, du pain frais qu'elle avait rapporté de la boulangerie le matin même, et un verre d'eau. Il la remercia d'un hochement de tête et murmura « Je m'appelle Julien ». Rien de plus. Ni nom de famille, ni détail, ni tentative de sociabilité. Seulement ce prénom, lancé comme une bouée dans un océan de silence. Claire ne posa pas de questions.
Elle connaissait suffisamment la douleur pour reconnaître quand quelqu'un avait besoin de temps. Elle s'assit en face de lui et commença à manger, les gestes simples et mesurés. Julien mangeait lentement, comme s'il redécouvrait la chaleur d'un repas après des jours d'errance. Une fois le dîner terminé, Claire débarrassa la table et lui montra une petite chambre à l'arrière de la maison. C'était la pièce qu'elle n'avait presque pas touchée depuis la mort de son mari. Le lit était fait, recouvert d'une couverture tricotée à la main, et une petite commode occupait le coin opposé. Julien resta un instant dans l'encadrement de la porte, hésitant. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas vous déranger davantage. C'est juste pour une nuit, répondit-elle doucement. Vous avez besoin de repos. » Il acquiesça, entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Claire resta quelques instants devant la porte fermée, le regard absent. Puis elle retourna dans le salon, s'assit près du poêle et reprit son tricot sans grande conviction. Ses pensées dérivaient vers l'homme silencieux qui dormait désormais dans la pièce d'à côté. Elle se demandait d'où il venait, ce qu'il fuyait, et pourquoi il avait choisi de frapper à sa porte, perdue au milieu de nulle part. Le lendemain matin, Claire se leva comme à son habitude, peu après 6 heures. Le ciel était encore sombre, et les premières lueurs de l'aube peinaient à filtrer à travers les rideaux. Lorsqu'elle descendit dans la cuisine, elle fut surprise de voir Julien déjà debout, en train de préparer du café. Il portait une chemise propre qu'il avait visiblement sortie de son sac, et son visage semblait un peu moins fatigué que la veille. « Je me suis permis, » dit-il en désignant la cafetière. « Vous avez bien fait, » répondit-elle, étonnée. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, dans un silence ponctué seulement par les cliquetis des tasses et le crépitement du feu. Julien semblait vouloir dire quelque chose, mais se retenait. Finalement, il murmura « Merci pour hier soir. Je ne pensais pas que quelqu'un m'ouvrirait sa porte. Vous sembliez avoir besoin d'aide. Parfois, ça suffit. » Il hocha la tête, puis baissa les yeux vers sa tasse. Claire ne chercha pas à en savoir plus. Il y avait dans son attitude une retenue qui n'était pas celle d'un homme perdu au hasard. Il parlait avec une diction impeccable, pesait chacun de ses mots, et même dans ses gestes simples, comme verser le café ou plier la serviette, il y avait une élégance discrète. Rien dans son comportement ne trahissait la vie d'un vagabond. Après le petit déjeuner, Julien proposa de l'aider dans les tâches de la ferme. Il répara une planche de la vieille clôture du poulailler, empila des bûches près du poêle et nettoya les gouttières obstruées par les feuilles mortes. Claire l'observait, partagée entre la reconnaissance pour son aide et une curiosité croissante. Cet homme savait manier des outils, certes, mais il n'avait pas les mains calleuses des gens du coin. Son regard scrutait les choses avec attention, comme quelqu'un qui découvrait ce genre de vie pour la première fois. Le soir venu, elle lui proposa de rester une nuit de plus. Il accepta avec une gratitude silencieuse, sans poser de conditions. Claire, en l'écoutant parler de tout et de rien, des livres qu'il avait lus, de recettes qu'il connaissait, d'endroits qu'il avait visités, comprenait peu à peu que Julien n'était pas ce qu'il semblait être. Il parlait plusieurs langues, connaissait des détails sur des pays lointains, citait des auteurs, des penseurs, des chefs célèbres. Tout cela émergeait dans la conversation comme des bulles inattendues, qu'il semblait ne pas vouloir laisser remonter à la surface. « Vous avez beaucoup voyagé ?» demanda-t-elle à un moment, sans le regarder directement. « On peut dire ça, oui, » répondit-il en esquissant un sourire presque triste. Elle n'insista pas. Il n'avait pas menti, pas encore, mais il omettait clairement des choses. Et pourtant, elle ne ressentait pas de danger. Seulement un mystère dense, enroulé autour de lui comme un manteau trop lourd pour être retiré si facilement. Les jours suivants, Julien resta. Un jour, puis 2, puis 3. Chaque matin, il se levait avant elle, s'occupait de petites réparations, de corvées qu'elle avait mises de côté. Il allait chercher du bois, nettoyait les vitres, réparait la porte du cellier. Claire ne lui posait pas de questions. Elle acceptait sa présence comme on accepte un vent nouveau qui s'installe sans prévenir. Elle n'en parlait à personne, pas même à ses collègues de la boulangerie. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un repas léger sur la terrasse arrière, Julien fit une remarque à propos des stocks de farine de la boulangerie, évoquant les délais de livraison et la logistique avec une précision surprenante. Claire leva les yeux intriguée. « Vous semblez bien connaître le fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement. »« J'ai travaillé dans ce domaine, » répondit-il après une hésitation. Elle ne répondit rien, mais l'information resta suspendue dans son esprit. Elle l'observa en silence, remarquant à quel point il pesait ses mots,
Julien n'était pas seulement discret, il faisait attention à ne rien révéler, comme s'il cachait un pan entier de son existence, un pan trop lourd, trop exposé ou trop douloureux pour être partagé. Ce n'était pas la peur qui motivait ces silences, pensa-t-elle. C'était autre chose. Une honte, une fatigue profonde, un besoin de disparaître pendant un temps. Cette nuit-là, Claire resta éveillée plus longtemps que d'habitude, écoutant les bruits de la maison, le craquement du bois, le souffle du vent, les pas discrets de Julien allant à la cuisine boire un verre d'eau. Elle se demanda encore une fois qui il était vraiment, et pourquoi, parmi tous les lieux possibles, il avait choisi le sien. Le 4e matin, Julien était déjà dehors quand Claire se leva. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle aperçut sa silhouette penchée sur le vieux portail de bois qui grinçait depuis des mois. Il avait déjà retiré les planches déformées et semblait chercher un angle parfait pour replacer les nouvelles. Son manteau était accroché à un clou de la clôture et sa chemise grise, retroussée jusqu'au coude, laissait voir des bras solides, mais pas ceux d'un ouvrier. Il bougeait avec méthode, mesurait, ajustait, évaluait, comme quelqu'un habitué à organiser, à diriger, plutôt qu'à exécuter. Claire le regarda quelques secondes avant de détourner les yeux. Il n'était pas d'ici, c'était évident. Mais malgré le mystère qui l'entourait, il semblait avoir trouvé, au moins pour un temps, sa place dans l'équilibre fragile de cette maison. Après le petit déjeuner, Julien proposa d'aller chercher du bois dans la vieille remise derrière la grange. Claire, surprise, accepta. Peu d'invités, même les plus proches, se proposaient spontanément de l'aider dans ce genre de corvée. En observant son aisance, elle nota qu'il ne posait jamais de questions inutiles. Il anticipait, organisait, optimisait même les gestes simples. Il tria les bûches selon leur taille, refixa une latte bancale de l'étagère sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas seulement de la politesse, c'était une forme d'adaptation. Un homme habitué à prendre les choses en main, même dans un monde qui ne lui appartenait pas. Plus tard dans la journée, alors que Claire triait des pommes dans la cuisine, Julien entra avec un carnet qu'il avait trouvé dans la remise. Il le feuilletait distraitement, fasciné par les notes manuscrites, les mesures, les anciennes recettes de confiture que le mari de Claire avait compilées autrefois. Elle le regarda tourner les pages avec un respect silencieux, comme si ces morceaux de papier racontaient une histoire qu'il ne voulait pas troubler. « Votre mari tenait ce journal » demanda-t-il doucement. Oui, il notait tout, chaque récolte, chaque recette, même les noms des voisins à qui il offrait ses conserves. « C'est précieux » murmura-t-il. « On perd trop vite ce genre de mémoire. » Claire hocha la tête. Elle n'avait pas encore eu la force de relire ce carnet depuis la disparition de son mari. Le voir dans les mains d'un inconnu aurait dû l'irriter, mais au contraire, cela lui apportait une forme de soulagement étrange. Julien n'était pas intrusif. Il semblait comprendre que certaines choses ne se regardaient qu'avec une distance respectueuse. Au fil des jours, la routine de Claire se modifia légèrement. Ce qui, auparavant, avait une cadence solitaire et silencieuse, se fit désormais à deux. Ils préparaient les repas ensemble, nettoyaient la cuisine à 4 mains, faisaient même de longues promenades dans les sentiers humides qui entouraient la vallée. Les silences entre eux étaient devenus plus légers, moins tendus. Julien posait parfois des questions sur la région, sur les habitants, sur les fêtes locales. Claire lui répondit toujours avec une sincérité dépouillée de fioritures. Elle ne cherchait pas à impressionner, ni à séduire. Elle racontait simplement ce qu'elle savait, ce qu'elle vivait. Mais au milieu de cette cohabitation paisible, certains détails commencèrent à grincer, à créer de petites dissonances. Un matin, en préparant le café, Julien évoqua l'architecture d'un hôtel de luxe à Genève, décrivant le hall, les chambres, le service, avec une précision qui ne laissait aucun doute. Il y avait séjourné, et pas en tant que simple touriste. Un autre jour, alors qu'il discutait d'un documentaire sur les énergies renouvelables diffusé à la télévision régionale, il corrigea un point technique avec une assurance déconcertante, puis se ravisa, baissant les yeux comme s'il venait de se trahir. Claire ne releva rien sur le moment, mais enregistra mentalement chacun de ces petits écarts. Il y eut aussi ce moment étrange où, alors qu'elle rangeait les courses dans la cuisine, Julien la rejoignit avec un paquet de farine dans les bras. En le posant sur le plan de travail, il prononça cette phrase. « On devrait revoir l'agencement de vos réserves. Cela réduirait les pertes liées à l'humidité. » Claire s'arrêta, un peu surprise par le vocabulaire.
Elle n'avait jamais parlé de pertes ou d'agencement avec ses voisins ou ses collègues. C'étaient des termes qu'elle associait à la logistique d'entreprise, pas à sa modeste cuisine. Julien, conscient d'avoir dit quelque chose d'étrange, changea aussitôt de sujet. Ce n'étaient pas des mensonges directs, mais des glissements, des révélations involontaires, des instants où son vernis de simplicité se fissurait pour laisser entrevoir un autre monde. Il n'était pas un homme en errance, comme elle l'avait d'abord cru. Il était éduqué, habitué à un certain confort, à une forme d'autorité. Ses gestes précis, sa capacité à résoudre des problèmes pratiques, sa discrétion presque étudiée, tout cela formait une image de quelqu'un qui avait vécu dans un univers bien différent du sien. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du poêle, Claire l'observa longuement sans rien dire. Il lisait un vieux livre trouvé dans la bibliothèque, les jambes croisées, concentré. Elle se demanda, pour la première fois à haute voix, « Julien, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il leva les yeux vers elle, visiblement pris de court. Il sembla hésiter, mais au lieu de répondre, il sourit faiblement et replongea les yeux dans le livre. « Parfois, on a juste besoin de silence », répondit-il après un long moment. Claire ne répondit rien. Elle respectait cette réponse, même si elle ne la croyait pas totalement. Elle se disait qu'il finirait par parler, que peut-être, un jour, il lui confierait ce qu'il fuyait ou ce qu'il espérait trouver ici. Pour l'instant, elle acceptait cette présence floue, cette fracture dans sa routine. Julien n'était pas un homme simple, mais il n'était pas non plus un imposteur malveillant. Il était un mystère, oui, mais un mystère qui, curieusement, apaisait plus qu'il n'inquiétait. Et dans les gestes qu'il partageait, les tâches anodines du quotidien, quelque chose d'indéfinissable commençait à naître. Une forme de complicité muette, née non pas de ce qu'ils disaient, mais de tout ce qu'ils se taisaient ensemble. Le dimanche matin apportait au village un rythme particulier. Ce jour-là, la boulangerie ne tournait pas à plein régime, et la place principale se remplissait lentement des stands colorés du marché hebdomadaire. Claire s'y rendait souvent, autant par habitude que par nécessité. Elle y retrouvait quelques visages connus, échangeait des banalités, achetait ses produits frais. Ce n'était pas un événement extraordinaire, mais il faisait partie de ces petits rituels qui ponctuaient sa vie avec une régularité rassurante. Ce dimanche-là, après avoir préparé un panier et vérifié sa liste mentale d'achat, elle se tourna vers Julien, qui feuilletait un journal jauni au coin de la table. Depuis qu'il était là, il ne quittait que rarement la maison, préférant se rendre utile dans les limites du terrain. Elle hésita un instant avant de poser la question presque par impulsion. « Vous voulez venir avec moi au marché ?» Julien leva les yeux, surpris, puis acquiesça. Il posa le journal, enfila une veste et la suivit sans poser de questions. Le ciel était clair, la pluie des jours précédents avait cessé et les sentiers de terre étaient encore humides, mais praticables. En marchant côte à côte, ils échangèrent quelques mots sur le temps, les récoltes, le calme du matin. Claire remarqua qu'il semblait un peu tendu, comme s'il s'attendait à devoir affronter quelque chose. En arrivant sur la place, l'ambiance changea subtilement. Les vendeurs installaient leurs étals, les clients circulaient lentement entre les rangées de fruits, légumes, fromages, fleurs et objets artisanaux. Claire salua d'un signe de tête quelques visages familiers, habitués à sa discrétion. Julien, quant à lui, semblait observer tout avec une attention particulière, comme s'il cherchait à mémoriser les détails ou à évaluer les dynamiques du lieu. Ils firent d'abord un tour des étals sans trop s'attarder. Claire acheta des pommes, du fromage de chèvre et une miche de pain. Julien portait le panier sans qu'elle ne le lui demande, attentif à ne pas ralentir son pas. Mais peu à peu, les regards commencèrent à se tourner vers lui. Ce n'était pas une curiosité envahissante, plutôt des murmures, des regards insistants. Un homme inconnu dans un village aussi petit ne passait jamais inaperçu. Surtout un homme comme lui, bien habillé, calme, au regard vif et à l'allure mesurée. Près du stand de confiture, une vieille dame, Madame Lambert, s'approcha discrètement de Claire. Elle portait son éternel châle en laine et tenait un panier en osier rempli de produits qu'elle sélectionnait chaque semaine avec la rigueur d'un chef étoilé. Elle jeta un regard vers Julien, qui discutait avec un apiculteur, puis se pencha vers Claire. « Tu sais qui c'est, ce monsieur avec toi ?» Claire, légèrement prise au dépourvu, répondit « Non, pas vraiment. Il loge chez moi pour quelques jours. Il avait besoin d'un toit. » Madame Lambert plissa les yeux et baissa encore la voix. «
qu'elle me semble que je l'ai déjà vue quelque part. À la télévision, je crois. Peut-être dans une émission économique. Je ne suis pas sûr. Mais ce visage, il me dit quelque chose. Claire sentit son cœur battre un peu plus vite. Elle sourit poliment, tenta de détourner la conversation, puis rejoignit Julien, feignant l'indifférence. Mais cette remarque venait de semer un doute plus concret dans son esprit. Jusqu'ici, les soupçons étaient diffus, construits à partir d'observations, de détails incohérents. Mais là, quelqu'un d'autre avait vu ce qu'elle n'osait pas formuler. Julien n'était pas un simple inconnu de passage. Il appartenait à un monde qu'aucun habitant de ce village ne fréquentait. Sur le chemin du retour, Claire resta silencieuse. Julien, de son côté, ne fit aucun commentaire sur la visite au marché. Il ne demanda pas qui était cette dame, ni ne fit allusion au regard qu'on leur avait lancé. Il se contenta de marcher à côté d'elle, le panier à la main, les yeux rivés devant lui. À un moment, pourtant, il brisa le silence. C'est un endroit charmant. Les gens sont chaleureux, même s'ils observent beaucoup. Claire répondit d'un simple « oui », évitant de croiser son regard. Elle se sentait partagée entre la méfiance et la compassion. Une part d'elle voulait croire que ce qu'elle avait vu dans ses yeux les premiers jours, cette fatigue, cette douleur silencieuse, était vrai. Mais une autre part commençait à douter de ses intentions. Avait-il cherché ce lieu par hasard, ou connaissait-il déjà l'anonymat tranquille de cette vallée? De retour à la maison, Claire alla ranger les provisions pendant que Julien nettoyait ses bottes à l'extérieur. Elle repensa aux mots de Madame Lambert, à cette intuition qu'elle n'avait pas voulu écouter jusque-là. Si Julien était réellement quelqu'un de connu, que faisait-il ici? Et pourquoi ne disait-il pas la vérité? Elle ouvrit un tiroir, chercha un vieux carnet de notes où elle griffonnait parfois des noms ou des listes de choses à faire, et écrivit discrètement « Julien, télévision ?» Cette question resta dans son esprit toute la soirée. Julien, comme à son habitude, proposa de préparer le dîner. Il s'affairait dans la cuisine avec une aisance nouvelle, comme s'il avait toujours vécu ici. Il coupait les légumes, ajustait les épices, goûtait, rectifiait. Claire, assise à la table, l'observait. Elle cherchait une faille, un signe, un indice. Mais il restait impassible, concentré, presque serein. Ils mangèrent en silence. Une fois le repas terminé, Julien sortit un vieux jeu de cartes et proposa une partie. Claire accepta, plus pour l'observer encore que pour jouer réellement. Il mélangeait les cartes avec une dextérité inhabituelle. Les gestes étaient précis, presque trop. Elle songea qu'il avait peut-être été habitué à jouer dans des lieux plus mondains, lors de dîners professionnels ou de réceptions d'entreprise. Encore une fois, son attitude trahissait un passé incompatible avec celui qu'il prétendait avoir. Avant de se coucher, Claire resta un moment seule dans le salon. Le feu crépitait doucement. Dans l'obscurité tranquille, elle se demanda ce que signifiait réellement cette coïncidence. Était-elle en train de vivre une situation dangereuse ou simplement d'accueillir quelqu'un en fuite, fatigué de son monde? Le doute ne la quittait plus. Julien, malgré son calme, devenait chaque jour un peu plus énigmatique. Et si elle ne posait pas les bonnes questions, elle risquait peut-être de découvrir trop tard les réponses. La pluie était revenue, discrète d'abord, puis de plus en plus régulière, frappant les vitres avec une cadence monotone. Dans la petite maison, le feu du poêle réchauffait l'air et une odeur de laine humide se mêlait à celle du café. Claire avait reporté ses travaux de jardin et profitait de la matinée pour laver le linge. Les vêtements de Julien étaient mélangés aux siens, un geste devenu presque automatique. Elle n'avait jamais accueilli quelqu'un aussi longtemps depuis la mort de son mari. Et même si cela lui semblait étrange par moments, une routine nouvelle s'était installée sans qu'elle ne l'ait réellement choisie. Ce jour-là, elle prit la veste de Julien, posée sur le dossier de la chaise du salon. Elle la secoua avant de l'inspecter brièvement pour en retirer tout objet oublié. Dans la poche intérieure, ses doigts rencontrèrent un papier, froissé, épais. Elle hésita une seconde. L'idée de fouiller lui répugnait, mais quelque chose dans sa gorge se serra, une intuition qu'elle ne pouvait ignorer. Elle sortit lentement le document. C'était un petit billet, arraché d'un carnet, plié plusieurs fois. Elle le déplia avec précaution. Le papier était orné du logo discret d'une entreprise, Dumas Technologies. En dessous, un nom, Julien Dumas, suivi d'un titre, président-directeur général. Une adresse à Paris, un numéro de téléphone professionnel et une annotation manuscrite dans un coin.
Réunion reportée à la semaine suivante, voire avec Léa. Claire resta immobile. Le nom ne lui était pas inconnu. Dumas Technologies figurait régulièrement dans les journaux économiques. Une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, les infrastructures numériques, les projets de cybersécurité. Elle avait entendu ce nom au détour d'un reportage à la télévision ou dans une conversation à la boulangerie, évoqué comme un symbole du progrès technologique français. Elle relut le papier plusieurs fois. Les lettres dansaient un instant devant ses yeux, comme si son esprit refusait encore d'associer cet objet à l'homme qui dormait dans sa maison. Le doute, cette sensation sourde et persistante qui l'accompagnait depuis plusieurs jours, se cristallisait enfin. Julien n'était pas seulement un homme cultivé ou bien élevé, il n'était pas simplement un voyageur en quête de calme. Il était, selon toute évidence, le dirigeant d'une des plus grandes entreprises de France. Elle replia le papier avec soin, le remit exactement là où elle l'avait trouvé, et termina sa lessive d'un geste automatique. Le reste de la journée, elle garda le silence. Julien ne remarqua rien. Il lui parla de la pluie, proposa de préparer une tarte aux poires, évoqua même une anecdote d'enfance qu'elle soupçonna être inventée. Claire répondit par des sourires, des phrases courtes. Elle ne savait pas comment agir. Devait-elle le confronter? Devait-elle attendre qu'il parle de lui-même? Ou faire semblant encore un peu jusqu'à comprendre ce qu'il cherchait vraiment ici? La nuit venue, elle resta éveillée dans son lit, les yeux rivés au plafond. Elle repassait chaque moment partagé, chaque phrase, chaque silence, la manière dont il avait évité certaines questions, les références involontaires à un monde qu'il semblait fuir. Le mystère prenait une forme bien plus concrète à présent, et avec cette révélation, une inquiétude nouvelle s'installa. Pourquoi un homme comme Julien Dumas aurait-il fui Paris pour venir se cacher dans un village sans importance, chez une veuve qu'il ne connaissait pas? Le lendemain matin, Julien était déjà levé, comme toujours. Il préparait le café, le dos tourné, concentré sur le percolateur. Claire l'observa longuement avant de s'asseoir. Elle songea à lui parler du billet, à le regarder droit dans les yeux et poser la question qui la brûlait de l'intérieur. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle parla du marché de la semaine suivante, d'un nouveau fromage qu'elle voulait goûter. Il acquiesça, répondit, s'engagea dans la conversation avec cette même politesse douce qu'il arborait depuis le début. En fin de matinée, alors qu'il réparait une des chaises de la cuisine, Claire rangeait les courses qu'elle avait faites seule ce jour-là. Elle nota une autre chose étrange. Il n'avait plus son portable sur lui. Elle ne l'avait jamais vu l'utiliser, ni même recharger un appareil. Et pourtant, il avait dû en posséder un. Un homme de son importance ne se déplaçait jamais sans téléphone. Peut-être l'avait-il laissé exprès pour couper les ponts, ou peut-être se savait-il surveiller. L'après-midi fut calme, mais Claire remarqua une tension discrète dans les gestes de Julien. Il évitait son regard, comme s'il sentait qu'elle savait quelque chose. À plusieurs reprises, il sembla sur le point de parler, mais se ravisa. Elle, de son côté, choisit de lui laisser l'espace. Elle n'était pas encore prête à l'accuser. Elle avait besoin de comprendre ce qui se cachait derrière cette fuite. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme riche fuyant ses responsabilités, il y avait autre chose. Un drame peut-être, une erreur irréversible, une chute. Le soir venu, ils partagèrent un repas simple. Julien parlait peu. Il se contentait de gestes précis, presque mécaniques. Claire, elle, ressentait l'imminence d'une vérité qui se rapprochait. Le calme de la maison ne suffisait plus à contenir le poids de ce qui n'était pas dit. Et pourtant, elle gardait le silence. Elle voulait qu'il parle de lui-même, que la vérité vienne de sa bouche, sans que l'on doive la forcer. Après avoir lavé la vaisselle, Julien resta un moment dans la cuisine, seul à regarder la pluie tomber par la fenêtre. Claire, dans le salon, feignait de lire, mais son esprit était ailleurs. Elle entendit ses pas monter lentement l'escalier, la porte de la chambre se refermer et le silence revenir. Mais ce n'était plus le silence apaisant des jours précédents. C'était un silence tendu, chargé d'attente, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Cette nuit-là, elle dormit mal. Le nom Dumas Technologies tournait dans sa tête, en boucle. Le billet, le logo, le titre de président-directeur général s'imprimaient dans sa mémoire. Et au fond d'elle, une question persistait. Si Julien avait tant voulu disparaître, pourquoi garder ce billet? Était-ce un oubli ou un besoin de ne pas rompre complètement avec ce qu'il était? Une attache invisible à une vie qu'il prétendait fuir,
mais qu'il n'avait peut-être jamais vraiment quitté. Le lendemain, la pluie s'était calmée, remplacée par un brouillard épais qui s'attardait entre les collines. La maison de Claire semblait flotter dans une ouate silencieuse, coupée du monde. Elle avait dormi peu et mal. Le nom inscrit sur le billet, les souvenirs de la conversation avec Madame Lambert, les incohérences de Julien, tout cela formait désormais un faisceau de certitude qu'elle n'était plus capable d'ignorer. Pourtant, elle n'avait encore rien dit. Elle préférait observer, attendre qu'il se dévoile de lui-même, mais chaque jour de silence rendait l'attente plus lourde. Le petit déjeuner se déroula dans un calme poli. Julien semblait soucieux, distrait. Il mangeait sans appétit, les yeux souvent perdus dans le vide. Claire, de son côté, gardait un ton neutre, posait des questions anodines, comme pour mesurer la distance entre eux. Vers la fin de l'après-midi, elle sortit s'occuper de ses plantes sous la serre, laissant Julien seul à l'intérieur. Lorsqu'elle revint, le silence dans la maison était inhabituel. Elle entra doucement, ses bottes encore humides, et s'arrêta dans le couloir en entendant une voix. C'était Julien. Il parlait au téléphone, mais pas en français. Son anglais était fluide, rapide, maîtrisé. Son ton était ferme, presque autoritaire. Il n'était plus l'homme réservé et discret qu'elle connaissait depuis plusieurs jours. Il donnait des instructions précises, posait des questions techniques, exigeait des réponses claires. Elle entendit des termes comme « partnership »,« contract breach » et « internal audit ». Elle resta figée, dissimulée derrière le mur, le cœur battant. Ce n'était plus un homme en fuite, c'était un dirigeant, un homme de pouvoir en pleine manœuvre. Soudain, un grincement dans le plancher sous ses pieds la trahit. La conversation s'interrompit. Elle entendit le silence de l'autre côté du mur, puis le bruit d'un téléphone qu'on raccroche. Elle attendit quelques secondes, reprenant contenance, puis entra dans la pièce comme si de rien n'était. Julien était debout près de la fenêtre, le téléphone à la main, le regard tourné vers l'extérieur. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix neutre. « Oui, juste un vieux message vocal. Rien d'important, » répondit-il sans la regarder. Claire ne répondit rien. Elle savait qu'il venait de lui mentir. Et le ton de sa voix, plus sec qu'à l'accoutumée, confirmait qu'il savait qu'elle savait. Un nouvel espace venait de s'ouvrir entre eux. Pas un fossé encore, mais une fracture fine, douloureuse, irréversible. Le reste de la soirée fut étrange. Julien tenta de reprendre un ton normal, proposa de cuisiner, fit une blague maladroite à propos du climat imprévisible de la région. Claire répondit mécaniquement. Elle l'observait avec attention, notant chaque geste, chaque inflexion. Ce n'était plus seulement un hôte prolongé, mais un homme pris dans un dilemme intérieur dont elle ignorait encore la nature exacte. Pendant qu'il s'affairait à couper des légumes, elle l'imagina dans un autre contexte. Un bureau vitré au sommet d'une tour parisienne, une salle de réunion, un jet privé, des contrats confidentiels. Tout cela semblait désormais plus plausible que l'image qu'il s'était efforcé de donner. Elle comprenait qu'il ne l'avait pas choisi par hasard. Ce village, sa maison, son anonymat, tout cela servait un but. Mais lequel? Était-ce un repli temporaire, une fuite calculée, ou une pause imposée par des circonstances plus graves encore? Après le repas, Julien monta se coucher plus tôt que d'habitude. Claire resta dans le salon, le regard perdu dans les flammes du poêle. Elle revoyait son visage au moment où elle l'avait surpris au téléphone, tendu, concentré, autoritaire. Ce n'était pas la première fois qu'il reprenait son rôle naturel, et elle comprenait à présent qu'il ne l'avait jamais vraiment quitté. Il l'avait mise en veille, le temps de reprendre son souffle. Mais le monde auquel il appartenait ne l'avait pas lâché. Lorsqu'elle monta dans sa chambre, elle passa devant la porte fermée de Julien. Une lumière faible filtrait sous l'interstice. Elle s'arrêta un instant, la main effleurant la poignée, puis continua son chemin. Elle n'avait pas peur, ce n'était pas cela, mais elle sentait que quelque chose approchait. Une décision, un aveu, un basculement. Le lendemain, Julien évita soigneusement de mentionner l'appel. Il parla du bois qu'il voulait empiler, du ciel qui annonçait du beau temps, d'un plat qu'il avait vu dans un vieux magazine. Claire fit semblant de suivre. Elle jouait à présent le rôle de la femme tranquille, accueillante, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais en réalité, elle préparait mentalement les questions qu'elle poserait. Elle n'avait plus besoin de preuves. Elle les avait déjà. Ce qu'elle voulait désormais, c'était la vérité, entière, brute, sans déguisement. Plus tard dans la journée, alors qu'ils nettoyaient ensemble la remise,
Elle le surprit en train de regarder longuement son téléphone, le visage fermé. Lorsqu'elle entra, il le rangea immédiatement dans sa poche. Ce geste confirma ses soupçons. Il attendait quelque chose. Une réponse, une nouvelle, une confirmation. Quelque chose qui déciderait de la suite. Elle comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas un simple moment de répit. C'était un passage, un entre-deux, un fragile équilibre entre deux mondes. Et cet équilibre était sur le point de basculer. Ce soir-là, elle décida de ne plus faire semblant. Elle n'avait pas encore les mots pour le confronter, mais son attitude changea. Elle ne détourna plus les yeux lorsqu'il parlait. Elle le fixa avec intensité, lui montra par ses silences qu'elle attendait. Julien le sentit. Il devenait plus nerveux, moins présent. Ses gestes étaient plus rapides, ses phrases plus courtes. Il n'était plus vraiment là. Son corps habitait la maison, mais son esprit semblait déjà ailleurs. Le climat avait changé entre eux, sans cri ni dispute. Une tension muette s'était installée, nourrie par tout ce qui n'était pas dit. Claire savait que le moment viendrait. Elle ignorait quand, mais elle le sentait approcher. Il ne pourrait plus se cacher longtemps. L'appel interrompu, ce fragment de vérité arraché au silence avait tout bouleversé. Rien ne serait plus comme avant. Ce fut en fin d'après-midi, alors que le ciel se teignait d'orange et que les ombres s'allongeaient doucement sur les collines, que Claire proposa à Julien de marcher jusqu'au lac. Il ne posa pas de questions, attrapa sa veste sans un mot et la suivit. Le sentier menant à l'eau serpentait entre les arbres, bordé par des herbes hautes encore mouillées de la pluie des jours précédents. Aucun mot ne fut échangé pendant la marche. La tension accumulée au cours des derniers jours flottait entre eux, pesante et silencieuse. Les branches craquaient sous leurs pas et le vent léger apportait l'odeur des feuillages humides. Le lac apparut enfin, paisible, presque figé. Aucun bruit ne troublait la surface, si ce n'est le chant lointain d'un oiseau isolé. Claire s'assit sur le banc de bois qui faisait face à l'eau. Julien resta debout un instant, puis prit place à ses côtés, les coudes posés sur les genoux, le regard perdu dans l'horizon. Claire attendit quelques secondes avant de parler. Lorsqu'elle le fit, sa voix était calme, mais ferme. « Vous n'avez jamais vraiment menti, mais vous avez tout fait pour que je ne pose pas de questions. » Julien ne tourna pas la tête. Il ne sembla même pas surpris. Il resta silencieux, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. « Je ne vous demande pas de tout me dire, » reprit-elle, « mais je crois que vous me devez au moins une part de vérité. Pas parce que je suis curieuse, mais parce que je vous ai ouvert ma maison et que vous y vivez depuis assez longtemps pour ne plus être un inconnu. » Julien inspira profondément, serra les mains entre ses genoux, puis redressa lentement la tête. « Je m'appelle Julien Dumas. J'étais le président-directeur général d'une entreprise qui porte mon nom, Dumas Technologies. » Il marqua une pause, observant la surface immobile du lac. « J'ai quitté Paris il y a 3 semaines. Sans prévenir personne, sans plan. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit, sans but, jusqu'à tomber sur votre village. Et quand la pluie est tombée ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai frappé à votre porte. Ce n'était pas prémédité. J'avais juste besoin de disparaître. » Claire l'écoutait sans l'interrompre. Il parlait sans regarder dans sa direction, comme s'il s'adressait davantage à lui-même qu'à elle. « Vous avez fui quelque chose, » dit-elle doucement. « Mais quoi ?» Julien acquiesça lentement. Une crise, une accumulation de décisions, de pressions, de regards, des gens qui veulent ma chute, des erreurs qu'on m'a attribuées, des collègues qui m'ont trahi. Il y a eu une enquête, une affaire de fraude interne. Rien de criminel de ma part, mais dans mon poste, la suspicion suffit pour vous couper du monde. Même quand vous êtes innocenté, la trace reste. Et moi, j'ai fatigué. Je ne voulais plus voir mon propre nom dans les journaux. Je ne voulais plus porter ce costume qu'on attendait de moi. J'ai lâché prise. Il se pencha en arrière, croisa les bras, puis poursuivit après un long silence. Je pensais que m'éloigner quelques jours me permettrait de réfléchir. Mais les jours sont devenus des semaines. Et ici, j'ai trouvé autre chose. Quelque chose que je ne cherchais pas. Claire sentit une chaleur étrange l'envahir. Elle n'était pas venue chercher des aveux, et encore moins des excuses. Mais les mots de Julien résonnaient avec une sincérité qui la désarmait. Elle n'aurait pas pu imaginer, en ouvrant sa porte à cet homme détrempé, qu'elle accueillerait un individu brisé par une existence à laquelle elle n'avait jamais eu accès. « Vous avez trouvé quoi ici ?» demanda-t-elle finalement, la voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. « Le silence, le vrai, pas celui qui vous écrase.
celui qui vous laisse respirer, et puis, vous, votre maison, vos gestes, votre façon de vivre. J'ai compris que je ne connaissais rien de tout ça. La simplicité, le rythme naturel, le fait de cuisiner pour deux, de réparer une clôture, de prendre le temps de lire un livre sans penser à demain. Vous m'avez offert cela sans poser de conditions. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse que j'ai reçue depuis des années. Le vent se leva légèrement, faisant frémir la surface du lac. Claire tourna enfin la tête vers lui. Ses traits étaient plus détendus, mais ses yeux restaient fatigués, marqués par des nuits d'insomnie et des mois de tension. « Je ne suis pas sûre de savoir quoi dire, murmura-t-elle. Vous m'avez surprise, certes, mais je n'ai jamais eu peur de vous. Je n'ai jamais voulu que vous ayez peur. Je voulais seulement faire une pause, exister ailleurs, être quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'un moment. » Claire baissa les yeux. Elle se souvenait du jour où elle avait trouvé le billet. Elle aurait pu le confronter immédiatement, le forcer à tout révéler. Mais quelque chose en elle avait choisi l'attente, la patience, parce qu'au fond, elle avait reconnu en lui une forme de détresse qui lui était familière, celle d'un être qui a tout perdu, ou presque. Même si les raisons étaient différentes, les cicatrices, elles, se ressemblaient. « Mon mari est mort d'un accident bête », dit-elle soudainement. Une chute dans l'escalier de la cave, un instant banal, un drame irréversible. Pendant des semaines, je n'ai plus parlé à personne. Je survivais sans vraiment vivre. Puis j'ai recommencé à marcher, à cuisiner, à aller au marché. Mais l'absence, elle ne disparaît jamais. Julien la regarda enfin, les yeux brillants d'émotion. « Je suis désolé. Je ne vous dis pas ça pour que vous soyez désolé. Je vous dis ça parce que je comprends ce que ça veut dire de ne plus savoir qui on est, de devoir tout reconstruire, morceau par morceau. » Le silence retomba entre eux, mais il n'était plus pesant. Il était habité par une compréhension nouvelle, née de cette conversation inattendue, sincère, nécessaire. Le soleil finissait de se coucher, projetant ses dernières lueurs sur l'eau. « Et maintenant ?» demanda Claire. Julien ne répondit pas tout de suite. Il semblait réfléchir, non pas à ce qu'il devait dire, mais à ce qu'il voulait réellement. « Je ne sais pas encore, je ne peux pas fuir indéfiniment, mais je ne veux pas non plus revenir à ce que j'étais. Je dois trouver un autre chemin, un nouveau départ peut-être. » Claire se leva lentement. « Vous n'avez pas besoin de tout décider ce soir, mais vous savez où est la porte, et vous savez qu'elle peut rester ouverte ou non. » Julien se leva à son tour, acquiesça silencieusement. Ils prirent le chemin du retour sans parler, côte à côte, le cœur plus léger, même s'il restait tant à faire. Le poids de la vérité, une fois déposé, laissait place à autre chose. Pas encore une promesse, mais une possibilité. Quelques jours après leur conversation au bord du lac, le calme du village fut troublé par l'arrivée d'un homme que personne ne connaissait. Il portait une veste sombre, un carnet à la main, des lunettes légères, et dégageait la certitude de qui est arrivé pour chercher des réponses. Il était un journaliste. Dès le matin, il arpenta les ruelles pavées, s'arrêta devant la boulangerie, la mairie, la place du marché, questionna quelques habitants. « Avez-vous vu un homme étrange ? Un PDG de Paris en villégiature ici ? Qui est cet étranger logeant chez la veuve Claire Moreau ?» Les regards changèrent. Certains furent méfiants, d'autres curieux, presque inquiets. Claire, en entendant les allées et venues devant sa maison, sentit son estomac se nouer. Elle préparait le petit déjeuner quand on frappa à sa porte. Le journaliste, raide, net geste, lui demanda de parler. Il s'excusa d'abord, disant qu'il n'avait pas voulu déranger, mais qu'il enquêtait sur la rumeur d'un dirigeant disparu ayant été aperçu dans la région. Il montra une photographie qu'il avait imprimée, floue, mais assez nette pour reconnaître partiellement les traits de Julien, ou du moins ce qu'il supposait être Julien Dumas. Les journaux spécialisés avaient décrit un homme de 40 ans, regard intense, discret, qui avait brusquement cessé toute communication publique. Depuis, quelques rumeurs circulaient, un PDG en fuite, des accusations de fraude, des alliances internes à sa société qui s'effondrait. Ce journaliste voulait confirmer les faits, obtenir un témoignage, savoir « Est-ce vous, monsieur Dumas ?» Julien, alerté par le bruit, sortit sur la terrasse. Il salua le journaliste d'un ton mesuré et demanda calmement « De quoi parlez-vous exactement ?» Le journaliste répondit qu'il enquêtait depuis plusieurs semaines, avait entendu parler d'un homme logeant chez Claire Moreau et cherchait la vérité. Il posa la photographie devant Julien, le regard droit. Julien la fixa quelques instants.
dirigeant ses pensées vers quelque chose de lourd, puis se redressa doucement. « Je vous conseille de ne pas aller plus loin dans cette direction, » dit-il au journaliste, d'une voix douce mais ferme. « Beaucoup de choses que vous avez entendues sont incomplètes, mal interprétées. Je ne souhaite pas alimenter les rumeurs, et je vous prie de respecter la tranquillité de ce village et de cette femme. » Le journaliste haussa les sourcils, surpris par le calme mais aussi par la fermeté dans le regard de Julien. Il nota ses paroles, retira ses lunettes, évalua Julien du regard, jusqu'à ce qu'il comprenne que, derrière cette courtoisie, il y avait une résistance, quelque chose d'invisible mais très présent. Il fit demi-tour, emportant son carnet, posant encore des questions aux voisins, lançant des regards vers la maison de Claire, comme s'il cherchait un motif, un indice visible, quelque chose qui confirmerait ses soupçons. Claire observait la scène depuis la cuisine, les mains agrippées au rebord de l'évier. Elle entendait le ton poli du journaliste, mais aussi la tension qui émanait de Julien. Elle sentit un mélange d'admiration et de peur. Admirer Julien pour sa dignité, sa manière de se confronter calmement, tout en craignant que cela n'amène des conséquences imprévues. Le journaliste ne parla pas directement à elle dans un premier temps, mais ses questions à l'extérieur retentissaient comme des échos menaçants. Cet homme est-il un fugitif? Que cache-t-il ici? Pourquoi rester ici si ce monde lui appartient? Après le départ du journaliste, Julien entra dans la cuisine, essuya rapidement ses mains sur un torchon. Son visage était un masque retenu, ses paupières légèrement rougies, non de colère mais d'épuisement. Claire ne posa pas de questions immédiatement. Le silence pesa, puis elle murmura « Il est venu vous chercher ». Julien évita son regard, puis il fit un effort pour sourire, un sourire mince, presque triste. « Oui. Qu'est-ce que vous allez faire ?» demanda Claire, la voix basse, parce qu'elle savait que la réponse changerait tout. Julien posa ses deux mains sur la table, les doigts entrelacés. Il parla lentement, pesant chaque mot. « Je ne peux plus fuir si je veux nettoyer ce qui peut l'être, répondre aux accusations, affronter les trahisons. Je dois revenir. Mais je ne veux pas que vous souffriez pour cela. » Claire le regarda longtemps. Elle n'avait pas besoin d'entendre tout. Elle avait besoin de savoir qu'il ne la laisserait pas tomber, qu'il accepterait qu'elle soit partie de sa vie, pas seulement un spectateur. Le lendemain, le journaliste réapparut. Il avait enquêté, vérifié des registres publics, recueilli des extraits de journaux, photomontages, articles en ligne. Il confirma à ses sources dans Paris que Julien Dumas était effectivement porté comme figure centrale dans un scandale interne. Accusations de détournement de fonds, de faux bilans, conflits internes au conseil d'administration. Julien avait demandé un audit indépendant, mais la presse l'attendait, souvent sans nuance. Le journaliste apprit également que la firme avait connu des fuites, documents confidentiels, témoignages de cadres mécontents, incertitudes sur l'équilibre financier. Tout cela avait rendu le nom de Dumas controversé, fragile, embourbé dans les querelles plus qu'il ne l'était dans le prestige. Claire, assistée de Julien, écarta quelques articles, lut certains passages, sentit son cœur se serrer. Pas pour la réputation, mais parce que ce monde n'était pas le sien. Et pourtant, par loyauté, par ce lien naissant, elle refusait de le laisser seul face à ce chaos. Julien, après avoir éteint son téléphone, qu'il sortait enfin, déclara « Je veux que vous sachiez tout. Ce n'est pas juste pour moi, mais pour vous aussi. Vous méritez de savoir ce que j'ai dû affronter, et je ne veux plus que vous soyez impliqués malgré vous. » Le journaliste fit une dernière demande, une entrevue officielle. Julien hésita. De l'autre côté du silence, Claire le soutint d'un regard. Il accepta. Les jours suivants, la tranquillité du village changea. Des voitures de presse passèrent, des appareils photos, des voix enregistrées. Claire ferma ses volets certains soirs, le bruit devint une présence à surveiller. Julien commença à rédiger une réponse aux articles publiés, à contacter ses avocats, à mobiliser quelques alliés fidèles. Il ne souhaitait pas seulement nettoyer son nom pour lui-même, mais pour que ce qui restait de sa vie après cette fuite ait un fond de vérité, de transparence. Et Claire, dans ce tourbillon, resta son point d'ancrage. Celle qui écoutait quand il parlait, qui ne le condamnait pas, qui ne demandait pas de preuves immédiates, mais simplement la vérité. Ce soir-là, après le dîner, ils restèrent tous deux sur la terrasse, regardant les collines au lointain. Le village dormait déjà. Le ciel dégagé laissait voir des étoiles qu'elle n'avait plus remarquées depuis longtemps.
Julien tourna vers elle une expression vulnérable. « Merci de ne pas m'avoir abandonné avant de savoir. » Claire posa sa main sur la sienne. « Vous ne m'avez pas laissé le choix. » Et le silence entre eux, désormais, était chargé non plus de doutes, mais de promesses, de réconciliation à mener, de combat à accepter, de vérité à exposer. Le retour de Julien dans le monde ne serait pas simple, mais il ne serait plus seul. Le village était redevenu silencieux, mais ce silence n'avait plus la même nature. Il n'était pas celui d'avant l'arrivée de Julien, ni celui d'avant la venue du journaliste. Il était chargé d'une attente nouvelle, d'un entre-deux, comme si tout était suspendu dans un équilibre précaire. Les habitants, bien que discrets, avaient compris que quelque chose de sérieux se jouait autour de l'homme hébergé chez Claire. Certains gardaient leur distance, d'autres feignaient l'ignorance, mais tous savaient. Et Claire, au cœur de ce calme apparent, sentait que le moment d'entendre la vérité complète était venu. Non plus à demi-mot, pas en devinant à travers les silences, mais de sa bouche, enfin. Ce soir-là, après avoir fermé les volets et terminé les dernières tâches du jour, Claire s'assit dans le salon, sans rien dire. Julien vint la rejoindre. Il n'y avait plus de tension entre eux, seulement une sorte de résolution muette. Il s'assit, regarda un instant le feu qui crépitait dans le poêle, puis tourna lentement la tête vers elle. « Je vous dois la vérité, toute la vérité. Il n'est plus temps de cacher ou d'épargner. Vous méritez de savoir exactement ce qui m'a fait fuir. » Claire hocha la tête. Elle ne prononça pas un mot. Elle ne voulait pas l'interrompre, ni lui dicter le rythme de ses aveux. Julien inspira longuement, les mains croisées entre ses genoux, les yeux fixés sur le parquet. Mon entreprise, Duma Technologies, avait grandi très vite. Trop vite peut-être. En quelques années, nous sommes passés d'une petite équipe ambitieuse à un groupe de plusieurs centaines d'employés, implantés dans toute l'Europe, avec des projets liés à la cybersécurité, à la défense, à l'intelligence artificielle. Nous avons eu des contrats avec des institutions publiques, des entreprises stratégiques. Le succès attirait les convoitises. Il marqua une pause, visiblement pour ordonner ses pensées. J'ai commencé à remarquer des incohérences dans certains comptes. Des budgets gonflés, des sous-traitances floues, des achats injustifiés. J'ai alerté les directeurs financiers, puis convoqué un audit indépendant. Je pensais qu'il s'agissait d'erreurs ou au pire de négligence, mais c'était plus grave, bien plus grave. Son regard se durcit légèrement. On m'a piégé. Des documents ont été falsifiés, des signatures imitées. Des transferts ont été effectués en mon nom, sans mon autorisation. Lorsque j'ai tenté de réagir, il était déjà trop tard. Les cadres de haut niveau, ceux que je croyais fidèles, avaient organisé une véritable stratégie de sabotage interne. Le conseil d'administration s'est divisé. Certains exigeaient ma démission. Les médias ont relayé l'affaire sans prendre le temps de comprendre. Et moi, j'étais au centre de la tempête. Il leva les yeux vers Claire qui restait immobile. J'ai été accusé de détournement de fonds, de malversation, d'abus de confiance. Mon avocat m'a conseillé de rester en retrait, de ne rien dire publiquement tant que l'enquête n'était pas close. Mais je ne supportais plus le climat. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Je recevais des menaces, des messages haineux. Et ce qui m'a le plus brisé, c'est que certaines personnes en qui j'avais investi toute ma confiance étaient parmi les traîtres. Il se redressa légèrement, la voix plus grave. Alors j'ai coupé, j'ai quitté Paris, sans prévenir. Pas pour fuir la justice, je savais que l'audit finirait par m'innocenter. Mais je devais fuir l'exposition, l'humiliation, le vacarme. Je voulais retrouver le silence. Je voulais respirer. Et puis, je suis arrivé ici, par hasard, et je suis tombé sur vous. Claire sentit quelque chose se dénouer en elle. Pas de la pitié, non, mais une forme de compréhension lucide, concrète. Elle connaissait le poids du regard des autres. Elle savait ce que c'était que d'être jugée, observée, évaluée dans sa vulnérabilité. Après la mort de son mari, certains dans le village avaient parlé, inventé des choses, sous-entendu des fautes. Elle aussi avait voulu disparaître. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. L'audit m'a blanchi. L'expert indépendant a confirmé que je n'étais impliqué dans aucune opération douteuse. Les vrais responsables ont été identifiés. Des procédures sont en cours. Mon avocat m'a appelé. Il m'a dit que la presse allait commencer à rectifier certaines informations, que je pouvais revenir. Il détourna les yeux. Mais revenir, c'est facile à dire. Cela veut dire tout affronter à nouveau. La société, les investisseurs,
les médias, cela veut dire redevenir ce Julien Dumas qu'on attend de moi. Et je ne sais pas si je suis encore cet homme-là. Claire comprit. Il n'avait pas seulement fui un scandale, il avait fui un rôle, un costume trop étroit, une identité qui avait fini par l'étouffer. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être exactement le même, dit-elle. Peut-être que vous pouvez revenir en décidant qui vous voulez être cette fois. Julien l'observa longuement. Elle n'avait pas dit cela pour le rassurer. C'était une conviction, une simple vérité. Et dans ses yeux, il lut la seule chose qu'il n'avait plus entendue depuis longtemps. La possibilité de faire différemment. Je ne sais pas ce que je suis prêt à affronter, mais je sais que je ne veux plus être seul pour le faire. Claire détourna les yeux, touchée. Moi non plus, dit-elle. Ce soir-là, ils restèrent longtemps dans le salon, sans allumer la télévision, sans lire, sans même parler. Ils écoutèrent le feu, le vent contre les fenêtres, les bruits lointains de la campagne endormie. La maison, témoin de tant de silence, contenait désormais autre chose. Une complicité nouvelle, une transparence construite. Julien n'était plus un homme en fuite. Il était un homme qui avait décidé de faire face. Et Claire, sans l'avoir prévu, était devenue son ancrage dans cette décision. La nouvelle tomba un matin, discrètement, comme tombent les mauvaises nouvelles, sans fracas, mais avec une portée inévitable. L'un des voisins, revenant du bureau de poste, laissa entendre que des journalistes étaient de nouveau attendus dans la région. Le mot s'était répandu que Julien Dumas, le fameux PDG disparu, avait été localisé, que son innocence était en passe d'être officiellement reconnue et qu'il préparait un éventuel retour à la tête de son entreprise. Très vite, les rumeurs prirent la forme de faits, et les faits attirèrent les regards. Une voiture aux vitres teintées se gara près de la boulangerie. 2 hommes sortirent, appareil photo à la main. Ils observaient, ils attendaient. Claire comprit que leur anonymat était terminé. Julien était resté discret depuis la conversation où il avait tout avoué. Il passait ses journées dans un mélange de préparation mentale et de réparation autour de la maison, comme s'il tentait de garder les mains occupées pour empêcher son esprit de dériver. Mais Claire voyait son agitation intérieure. Il parlait peu, mangeait par automatisme, ses gestes étaient des précis, mais tendus. Il savait que le temps du repli s'achevait. Lorsque la première équipe de journalistes monta jusqu'à leur maison, Claire était en train de préparer du pain. Julien, en les apercevant par la fenêtre, s'arrêta net. Il ne dit rien, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement. Il les laissa entrer, sans théâtre, sans colère. Il écouta leurs questions. Oui, il était bien Julien Dumas. Non, il ne ferait aucun commentaire officiel avant le communiqué de son avocat. Oui, il vivait ici depuis quelques semaines. Non, il n'était pas en fuite au sens judiciaire. Il était venu chercher du calme, rien d'autre. Claire assista à toute la scène en silence. Elle sentit le regard des caméras effleurer sa silhouette, même si elle n'était pas le centre de l'histoire. Mais dans un village aussi petit, toute présence devient vite matière à spéculation. Après leur départ, elle ferma les rideaux. Julien s'assit, la tête entre les mains. Il n'avait pas crié, il n'avait pas protesté. Mais la fatigue dans ses yeux disait tout. « C'est fini », murmura-t-il. « Ce refuge, ce qu'on avait ici, c'est terminé. » Claire s'approcha, s'assit face à lui. Elle lui prit doucement les mains. Elle ne chercha pas à nier l'évidence. Le calme était brisé, oui, mais tout n'était pas perdu. Ce n'est pas terminé. C'est juste autre chose qui commence. Peut-être moins silencieux, mais peut-être plus vrai aussi. Julien releva les yeux vers elle. « Vous ne méritez pas d'être mêlé à tout ça. Je voulais vous épargner cette exposition. Je ne suis pas une enfant, et ce que j'ai vécu avec vous ici, ce n'était pas un accident, c'était réel. Même si le monde extérieur revient, ce que nous avons construit reste. » Les jours suivants furent plus durs. D'autres journalistes vinrent, certains plus agressifs, cherchant à dénicher un scandale là où il n'y avait que fatigue et réinvention. Claire fut abordée en ville, au marché, sur le chemin de la boulangerie. Les questions étaient toujours les mêmes. Depuis quand le connaissiez-vous? Étiez-vous au courant de son identité? Est-ce une relation amoureuse? Elle répondit peu, évita les provocations. Mais cette intrusion raviva en elle des blessures anciennes. Après la mort de son mari, elle avait dû affronter des commentaires voilés, des allusions maladroites. Elle croyait s'être endurcie, mais rien ne prépare à voir son intimité scrutée ainsi. Julien prit alors une décision. Il convoqua une conférence de presse à Lyon. Il fit lire un communiqué par son avocat,
dans lequel il confirmait avoir été blanchi des accusations portées contre lui, expliquait brièvement sa disparition comme un besoin vital de recul face à une tempête médiatique déshumanisante, et remerciait les personnes qui l'avaient accueilli avec humanité pendant cette période. Il ne cita pas Claire, elle le remercia pour cela. Il voulait la protéger, même dans son retour au monde public. Mais il savait aussi qu'il devait partir. Paris l'attendait. Des réunions, des décisions stratégiques, un monde qu'il n'avait pas encore choisi de fuir complètement. Il lui annonça sa décision un soir, après le dîner. La pluie tombait dehors, les flammes dans le poêle crépitaient faiblement. « Je dois rentrer. Je ne peux plus reculer. Même si j'ai peur, même si je préférerais rester ici, je dois affronter ce que j'ai construit et ce que j'ai laissé se déliter. » Claire l'écouta sans répondre immédiatement. Elle s'y attendait. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle ne s'était pas préparée à l'entendre à voix haute. Elle aurait pu lui demander de rester, lui dire qu'il n'était pas obligé, mais elle savait que ce n'était ni juste ni durable. « Vous devez y aller, oui, et vous devez le faire pour vous, pas pour moi. » Julien la regarda profondément touché. « Je ne veux pas vous perdre. Vous ne me perdez pas, dit-elle simplement. Vous suivez votre route, et si elle vous ramène ici, alors je serai là. Sinon, vous saurez que ce que nous avons partagé a compté. » Le lendemain, il fit sa valise. Peu d'affaires. Il n'était jamais venu avec grand-chose. Il la serra dans ses bras longtemps, sans un mot. Puis il quitta la maison, la voiture s'enfonçant lentement dans la brume du matin. Claire resta debout longtemps sur le pas de la porte, les bras croisés, les yeux fixés sur la route vide. Elle ne pleura pas. Elle savait que ce départ était nécessaire, mais cela ne le rendait pas moins douloureux. Le village retrouva peu à peu son calme. Les journalistes partirent. Les gens cessèrent de poser des questions. La maison retrouva son rythme ancien. Mais Claire n'était plus tout à fait la même. Quelque chose en elle avait changé. Elle n'attendait pas. Elle ne se suspendait pas à un retour. Mais elle savait que quelque chose avait été construit. Pas dans l'urgence, pas dans l'illusion. Quelque chose de vrai, de solide. Et même s'il ne revenait jamais, elle saurait que pour un temps, il s'était retrouvé. Les semaines passèrent, sans bruit, avec cette régularité rassurante que Claire connaissait bien. Les matins recommencèrent à suivre le même rythme. Café fumant sur la table, lumière filtrant à travers les rideaux, la radio diffusant des chansons d'un autre temps. Au village, tout semblait être redevenu comme avant. Le passage des journalistes avait cessé, les curieux s'étaient lassés, et Julien était redevenu un souvenir murmuré à voix basse, un nom évoqué avec discrétion. Claire, de son côté, ne parlait plus de lui. Elle n'avait jamais été du genre à s'épancher. Elle travaillait, marchait, cuisinait, elle vivait, mais il manquait quelque chose. Elle ne l'avouait pas à voix haute, mais elle le sentait dans chaque geste, dans chaque silence. L'absence de Julien n'était pas une douleur, c'était un creux, un espace laissé ouvert, une attente sans exigence. Un matin, alors qu'elle rentrait de la boulangerie avec un panier rempli de pain encore tiède, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Il n'y avait pas de timbre, pas de nom de l'expéditeur, seulement son prénom écrit avec une écriture qu'elle connaissait désormais par cœur. Claire. Elle entra, déposa le panier sur la table, retira son manteau lentement, puis s'assit. Elle regarda l'enveloppe quelques secondes avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture de Julien, soignée, régulière. Claire, je pourrais écrire 100 phrases pour commencer cette lettre, mais aucune ne serait assez simple pour dire l'essentiel. Je suis de retour à Paris. Le procès interne a été clos. Les coupables ont été officiellement désignés. Mon nom a été blanchi. Les médias ont publié des démentis. Certains avec réserve, d'autres avec maladresse, mais la vérité a fini par trouver sa place. J'ai repris mes fonctions, temporairement du moins. L'entreprise m'a proposé de revenir à la tête de la direction générale. J'ai accepté, pas par orgueil, mais parce que je veux la reconstruire différemment. Et je veux le faire en y mettant ce que j'ai appris auprès de vous. Claire s'interrompit un instant, les yeux fixés sur les lignes. Elle sentait déjà la gorge se serrer, mais elle continua. Ce que vous m'avez offert n'a pas été un abri. Cela a été un miroir. Vous m'avez permis de voir qui j'étais devenu, et surtout ce que je ne voulais plus être. J'ai marché dans votre jardin, réparé vos clôtures, préparé vos repas. Et dans chacun de ces gestes simples, j'ai réappris ce que c'était que vivre sans performance, sans regard extérieur, sans masque. Je ne sais pas où cela me mènera.
Mais je sais que cela commence ici, maintenant. Et je ne veux pas que cette vie soit construite sans vous. » La lettre continuait, avec des détails sur la restructuration en cours, sur les décisions qu'il prenait désormais seul, sur les distances qu'il avait mises avec les actionnaires les plus agressifs. Mais tout cela, Claire le lisait avec une distance nouvelle. Ce n'était pas l'univers de sa vie, ce n'était pas son monde. Et pourtant, chaque mot lui parlait. À la fin de la lettre, un second feuillet, plus petit, glissé à part. Il y a un billet de train pour Paris, première classe. Il part vendredi à 8 heures du matin. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est même pas une attente. C'est une ouverture. Si vous le souhaitez, venez. Je serai devant l'entrée principale de l'immeuble de la rue Monge vendredi à 10 heures. Pas en PDG, pas en homme d'affaires, juste en Julien. Celui qui vous doit plus que ce qu'il pourra jamais écrire. Il n'y avait pas de signature, juste son prénom. Claire replia lentement les feuilles, les rangea dans l'enveloppe. Elle resta assise un long moment. Ce n'était pas une demande, pas un ultimatum, c'était une invitation. Elle n'avait pas rêvé ce qu'ils avaient partagé. Cela avait compté. Et lui, à sa manière, voulait lui offrir une continuité. Mais elle ne savait pas encore si elle voulait ce prolongement. Les jours suivants furent silencieux. Elle ne parla à personne de la lettre. Elle continua ses tâches, mais plus lentement. Elle relisait parfois quelques phrases dans sa tête. Elle imaginait ce quai de gare, cette avenue parisienne, cette rencontre, et elle se demandait, serait-elle à sa place dans ce monde-là? Serait-elle capable de retrouver un équilibre dans une ville qui ne dort jamais, où tout est vitesse et image? La veille du départ, elle fit sa valise. Petite, discrète, quelques vêtements, un livre, rien de plus. Elle ne voulait pas décider tout de suite. Elle voulait voir, comprendre. Elle voulait être face à lui, dans son univers, et sentir si ce lien pouvait exister hors du contexte qui les avait rapprochés. Elle posa la valise près de la porte, puis alla dormir. Le lendemain, elle se leva tôt. Il faisait encore nuit dehors. Elle enfila son manteau, prit la valise. Elle marcha jusqu'à la gare, le cœur calme. Ce n'était pas une décision, c'était une exploration. Elle monta dans le train, s'installa près de la fenêtre. Le paysage défila. Les collines, les arbres, les toits familiers s'éloignaient. Paris approchait, et avec elle, l'inconnu. Quand elle descendit du train, la gare était animée, bruyante, immense. Elle prit un taxi, indiqua l'adresse, le véhicule traversa des rues qu'elle ne connaissait que par les cartes postales. Arrivée devant l'immeuble, elle descendit. Julien était là, en costume simple, sans cravate, mains dans les poches, immobile. Il ne s'avança pas. Il attendit. Lorsqu'elle arriva devant lui, il sourit. Pas un sourire de façade, un sourire de soulagement, de gratitude silencieuse. « Bonjour », dit-elle. « Merci d'être venu », répondit-il. Et à cet instant, Claire sut qu'elle avait fait le bon choix. Pas parce qu'elle allait vivre à Paris, pas parce qu'elle allait changer de monde, mais parce qu'elle avait décidé de ne pas laisser la peur décider à sa place. Paris était un monde à part. Le bruit constant, les klaxons, les gens qui marchaient vite sans jamais se regarder, les vitrines étincelantes, les trottoirs pleins de regards pressés. Claire n'avait jamais passé plus de quelques jours dans la capitale, et à chaque fois, elle en était repartie avec le soulagement de retrouver ses collines, ses silences, son rythme lent. Mais cette fois, elle était venue non comme une visiteuse, mais comme quelqu'un qui cherchait une réponse à une question essentielle. Cette vie qu'elle avait partagée avec Julien, à l'abri des regards, pouvait-elle exister dans un environnement où tout était scruté, jugé, analysé? Après leur brève rencontre devant l'immeuble, Julien l'avait invitée à déjeuner dans un restaurant discret, dans une petite rue, loin des grands boulevards. Ils avaient échangé peu de mots en marchant, comme s'ils avaient tous deux besoin de s'habituer à se voir dans un autre cadre, dans d'autres vêtements, dans une autre lumière. Il portait un costume sobre, elle, une robe simple, mais aucun des deux n'avait cherché à jouer un rôle. Ils s'étaient installés en terrasse, à l'ombre, et avaient commandé sans grande cérémonie. Julien lui parla peu de l'entreprise. Il savait que ce n'était pas ce qu'elle venait chercher. Il raconta plutôt ce qu'il avait ressenti en revenant à Paris, à quel point tout lui paraissait étrangement lointain. Ses bureaux, les réunions, les décisions stratégiques, tout semblait avoir perdu une part de son importance. Il disait cela sans rejet ni mépris, mais avec une lucidité nouvelle. Il comprenait désormais qu'il pouvait mener ce rôle sans y perdre ce qu'il avait découvert auprès d'elle. « Je veux créer un autre rythme », dit-il à un moment, « plus humain.
Je veux faire entrer un peu de ce que j'ai vécu là-bas, dans ce monde-ci. Mais je ne peux pas le faire seule. Claire l'écoutait. Elle ne répondait pas immédiatement. Elle observait les passants, le serveur, les ombres qui glissaient sur les murs. Elle ne voulait pas être flattée ni intégrée à un projet qu'elle ne comprenait pas encore. Elle voulait du vrai, de la clarté. Après le repas, elle refusa poliment l'idée d'aller visiter les bureaux. Elle préféra marcher seule. Julien respecta son choix. Il lui donna une adresse où elle pourrait le retrouver au besoin, puis la laissa partir avec ce calme qu'elle aimait chez lui, cette capacité à ne pas imposer. Pendant 3 jours, Claire vécut Paris à sa manière. Elle se promena dans les parcs, visita des musées, flâna le long de la Seine. Elle n'essayait pas de se convaincre qu'elle pouvait vivre ici. Elle ne cherchait pas non plus à fuir. Elle observait, elle ressentait. Elle notait chaque chose qui l'atteignait, chaque détail qui la surprenait. Elle s'autorisait à douter, à envisager, à tester ses propres limites. Le soir du 3e jour, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à son hôtel, elle décida de marcher jusqu'à l'adresse que Julien lui avait donnée. Elle ne savait pas s'il serait là, mais elle voulait voir, comprendre. Elle arriva devant l'immeuble, hésita un instant, puis entra. À l'accueil, on la reconnut immédiatement. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. On l'invita à monter au dernier étage. Quand l'ascenseur s'ouvrit, Julien était là, pas derrière un bureau, pas en réunion, debout, près des grandes baies vitrées, les mains dans les poches, comme s'il l'attendait. Il portait les mêmes vêtements que le premier jour où elle l'avait vu. Une chemise roulée jusqu'au coude, un pantalon simple. Il s'avança, sans un mot, et l'embrassa sur la joue. « Merci d'être venu. » Claire regarda autour d'elle. Le lieu était moderne, lumineux, mais sans ostentation. Il n'y avait pas d'effervescence, pas de tension visible. Seulement quelques employés discrets, concentrés, et une atmosphère curieusement apaisée. Julien l'invita à s'asseoir dans une pièce plus calme, avec vue sur la ville. Ils restèrent là, à regarder Paris s'étendre devant eux. « Je ne vous demande pas de rester ici, » dit-il enfin. « Ce serait injuste. Ce monde ne vous ressemble pas. Mais j'ai une idée. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas encore prête. Mais j'aimerais vous en parler. » Claire tourna la tête vers lui. Il avait ce regard déterminé qu'elle lui connaissait, mais adouci par une forme d'humilité nouvelle. « Je veux créer une antenne de l'entreprise dans votre région. Pas une succursale commerciale. Un centre de formation, un projet de lien entre technologie et milieu rural. Pour les jeunes, pour les écoles, pour ceux qui veulent apprendre mais n'ont pas accès. Ce ne sera pas une opération de communication. Ce sera concret. Et j'aimerais que vous soyez la personne qui le coordonne sur place. Vous connaissez les gens. Vous savez écouter. Vous savez créer du lien. Ce que je veux, c'est faire quelque chose d'utile et le faire là où j'ai redécouvert le sens des choses. » Claire sentit une chaleur étrange l'envahir. Ce n'était pas une proposition professionnelle. C'était une main tendue. Une manière de dire qu'il voulait construire quelque chose avec elle, sans la déraciner, sans l'éloigner de ce qu'elle était. « Je ne vous donne pas ma réponse ce soir, dit-elle. Je ne vous la demande pas. Je voulais juste que vous sachiez que vous avez changé quelque chose, en moi, et que ce changement, je veux qu'il ait un avenir. » Ils quittèrent le bureau ensemble. Ils ne firent pas de plan. Ils ne parlèrent pas d'avenir en termes définitifs. Ils rentrèrent chacun de leur côté, mais avec cette certitude silencieuse que quelque chose entre eux ne s'était pas interrompu. Claire prit son train le lendemain matin. Elle regarda une dernière fois les rues de Paris s'éloigner, les immeubles devenir des points flous. Elle ne savait pas encore quelle décision elle prendrait. Mais elle savait qu'elle n'était plus seulement une veuve dans un village. Elle était devenue, par choix, actrice d'un lien qui défiait les frontières géographiques. Et cela déjà changeait tout. Le retour de Claire au village ne fut ni solennel ni entouré de grandes émotions. Elle descendit du train, reprit le chemin familier jusqu'à sa maison, ouvrit la porte, respira l'air de bois et de feu séché et posa sa valise dans le coin comme si elle ne l'avait jamais vraiment quittée. La maison n'avait pas changé. Le jardin l'attendait. Les légumes avaient poussé. Les volets grinçaient toujours à la moindre brise. Tout était exactement à sa place, et pourtant tout avait un goût différent. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que Claire, elle, n'était plus exactement la même femme qui avait vu Julien partir dans le brouillard quelques semaines plus tôt. Les jours suivants furent silencieux, mais ce silence n'était plus celui de l'attente, ni celui du manque. C'était un silence d'observation, de réflexion. Claire reprit ses routines,
mais plus lentement avec un regard neuf sur les gestes anciens. Elle prenait davantage de temps pour marcher, pour écouter les autres au marché, pour parler avec les enfants du village. Elle ne cherchait pas à décider trop vite. Elle voulait laisser mûrir en elle l'idée que Julien lui avait proposée à Paris. Un centre, une antenne, un projet tourné vers l'éducation, la technologie et le lien social. Ce n'était pas rien. Ce n'était pas non plus tout. C'était une passerelle entre leurs deux mondes. Un samedi matin, alors qu'elle rangeait la remise, une voiture noire se gara au bout de son allée. Elle reconnut immédiatement Julien, vêtu simplement, un dossier sous le bras. Il ne souriait pas de loin, il marchait comme quelqu'un qui n'était pas venu convaincre mais partager. Claire l'accueillit sans surprise, avec un thé chaud et le même calme qu'elle avait toujours eu. Ils s'installèrent sur la terrasse. « Je suis venu avec une proposition concrète », dit-il en posant le dossier. « Le projet a été validé par le conseil d'administration. Il ne dépendra pas de Paris. Il sera autonome, structuré à petite échelle, mais bien financé. Je veux qu'il porte un nom local. Je veux qu'il commence ici. » Claire feuilleta les documents, nota la clarté de l'intention. Ce n'était pas une vitrine de l'entreprise. C'était une initiative à part entière, pensée pour s'enraciner dans le territoire, au service de ceux qui n'avaient jamais imaginé pouvoir accéder à ce type d'outils. Ateliers de codage pour les jeunes, formation pour les agriculteurs, soutien numérique aux artisans, espace de travail partagé. Le projet était modeste en taille, mais profond dans sa vision. « Et vous comptez être là ?» demanda-t-elle. « Une partie du temps, oui. Pas pour diriger, mais pour accompagner. Je veux garder un lien réel avec ce que nous avons créé, et avec vous, si vous l'acceptez. » Claire réfléchit longuement. Elle posa le dossier, regarda les collines au loin, puis elle répondit, sans détour, « Je veux bien m'en occuper, mais à ma façon. Je veux impliquer les habitants, construire avec eux. Je ne veux pas que ce soit un satellite parisien déguisé. » Julien acquiesça sans hésiter. « C'est exactement ce que je veux aussi. » Les mois qui suivirent furent intenses. La mairie accepta d'attribuer un terrain à l'entrée du village. L'ancienne école, inutilisée depuis des années, fut rénovée. Les ouvriers travaillaient tôt le matin, les jeunes venaient curieusement observer l'avancement. Les parents posèrent des questions. Claire, désormais référente locale du projet, organisa des réunions, sollicita les habitants, écouta leurs besoins. Elle ne décida jamais seule. Elle construisit avec. Julien, fidèle à sa parole, venait régulièrement. Il dormait chez Claire certains week-ends, sans jamais s'imposer. Leur relation était devenue un espace libre, sans pression. Ils n'avaient jamais mis de mots précis sur ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Mais leurs gestes, leur silence, leur présence parlaient à leur place. Ils ne jouaient pas à l'amour romantique. Ils vivaient une complicité lente, enracinée dans la confiance. Lorsque le centre ouvrit ses portes officiellement, une petite cérémonie fut organisée. Pas de journalistes, pas de discours pompeux. Juste les habitants, les jeunes participants, les artisans locaux. Julien prit la parole brièvement. Il remercia Claire, salua le village, expliqua la vision. Rendre la technologie accessible sans l'imposer, en faire un outil et non un modèle. Claire, elle, parla peu comme à son habitude. Elle remercia ceux qui avaient décru au projet et rappela que ce lieu appartenait à tous. Le bâtiment fut baptisé « Maison des liens ». Ni digital, ni technologique, ni innovation dans le nom, juste lien. Parce que c'était cela, au fond, qu'ils avaient voulu bâtir. Dans les mois suivants, Claire découvrit un nouveau rôle. Elle apprenait à coordonner, à négocier, à organiser sans perdre le contact humain. Elle découvrit aussi que son histoire avec Julien n'avait pas besoin de scène théâtrale pour exister. Il lui envoyait des messages discrets, venait dès qu'il pouvait, partageait les repas, les silences, les projets. Ils ne vivaient pas sous le même toit à temps plein. Ils n'en ressentaient pas le besoin. Ce qu'ils avaient bâti tenait sans emprise, sans dépendance. Un soir d'automne, alors qu'ils marchaient ensemble le long du chemin qui bordait le lac, Julien s'arrêta, regarda l'eau sombre et dit simplement « Il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est la première fois depuis longtemps que je me sens à ma place. » Claire hocha la tête. Elle aussi se sentait là où elle devait être. Pas parce qu'elle avait tout choisi, mais parce qu'elle avait accepté d'ouvrir une porte au bon moment. Ils restèrent là, côte à côte, sans autre parole, loin du bruit, loin des rôles imposés, près de l'essentiel. Ils n'avaient rien à prouver, ni au monde, ni à eux-mêmes.
Ce qu'il vivait était peut-être simple, mais c'était vrai, et cela suffisait.